Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cybersecurity Coalition. Alors c'est un podcast mensuel dans lequel j'interviewe des personnalités du monde de la sécurité en ligne sur des sujets importants évidemment, parfois même d'actualité, mais toujours liés à la cybersécurité. Dans ce tout premier épisode, nous allons revenir sur l'histoire de la Cybersecurity Coalition. Nous allons évoquer ses origines, sa mission et puis aussi son évolution au cours des 10 dernières années, car oui, la coalition a bientôt 10 ans. Alors aujourd'hui, pour discuter justement de cette histoire, j'ai le grand plaisir d'avoir 3 membres fondateurs de la coalition, à savoir Christine Darville-Finet, première présidente de la coalition, qui est toujours présidente honoraire de la coalition et qui est aussi exécutive directrice honoraire à la FEB. Georges Ataya, qui est professeur et directeur académique des formations en cybersécurité chez Solvay. Et puis Fabrice Clément, CISO à Proximus Group. Bonjour à tous. Bonjour. Par rapport à la coalition, le 26 janvier 2015, la Belgium Cybersecurity Coalition ASBL, on ne va plus dire que coalition à partir de maintenant, ça c'est pour tout le monde et c'est plus facile, a été créée. Elle représente 3 secteurs d'activité, à savoir le secteur public, le secteur privé et le secteur académique. Avec des premiers membres, on en a certains autour de la table aujourd'hui, Proximus, la FEB, Belnet, l'Université libre de Bruxelles et l'Université catholique de Louvain. La coalition, pour ceux qui ne la connaissent pas encore aujourd'hui, offre à ses membres un espace pour déjà discuter de cybersécurité en toute confiance. Et la confiance est très très importante dans ce domaine, parce qu'on partage des informations très confidentielles par rapport à l'entreprise dans laquelle on travaille. Mais la coalition, c'est aussi 12 focus group qui travaillent sur des sujets précis comme la sensibilisation à la cybersécurité, la protection des données, la protection des hôpitaux, etc. Et évidemment, on organise aussi auprès de la coalition des événements réguliers, qu'ils soient génériques pour tout le monde ou à thème, suivant les thèmes des différents focus group. Quand la coalition a été créée, il n'y avait presque rien en Belgique sur le sujet de la cybersécurité. On avait peut-être encore le BC Center, pour ceux qui s'en souviennent, de la KUL, qui existait et qui commençait à ouvrir un peu le monde universitaire, le monde privé, le monde public, mais on n'avait pas vraiment une structure pour discuter de cybersécurité en Belgique. Et puis, il y a eu un événement. Il s'est passé un truc. Et je vais poser la question à Fabrice en premier. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un incident, un cyber-incident chez Belgacom. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur cet incident et expliquer pourquoi, finalement, ça a amené à la création de la coalition? Oui, certainement. Donc, dans l'été 2013, Belgacom a été victime d'un incident important de cybersécurité, un incident d'espionnage international. Et là, on a été confronté à la gestion de l'incident, la collaboration avec les différentes autorités, et on s'est rendu compte que, en termes de Belgique, on avait un paysage très morcelé au niveau de la gestion de la cybersécurité. Et donc cette coalition a été créée un peu en marge de cet incident. Finalement, ça a initié une réflexion avec quelques collègues. On s'est dit, oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose au niveau belge pour essayer de fédérer un petit peu les différentes forces et surtout d'apprendre aussi à se connaître et à se faire confiance. Et là, on a contacté pas mal de parties prenantes, et je me souviens, Christine, on a été par exemple dans le comité de sécurité de la FEB pour présenter l'idée, et avec Georges, on a contacté pas mal d'autres parties prenantes, les grandes banques en Belgique, les assureurs, les autorités. Alors, on a fait un peu le tour et ça a pris quasiment 1 an, donc toute l'année 2014, pour créer les fondations de cette coalition, les grands principes. Donc, se donner une mission, se donner aussi un format, et on va y revenir probablement, puisqu'on a créé finalement l'ASBL, qui a été lancée en début 2015. Et le but, là, était vraiment d'élever la Belgique à un niveau supérieur en termes de cybersécurité. Ce qu'on voulait faire, et Fabrice l'a bien dit, on voulait faire une coalition unique, regroupant l'ensemble des secteurs les plus concernés pour avoir en fait une vision multisectorielle et très pratique. Et on était unique en notre genre en Belgique. Ça ne s'est pas fait facilement parce qu'il fallait convaincre
de l'utilité de la coalition, mais c'est vraiment ce que Fabrice a dit, c'était d'unifier, et surtout la création d'unifier, de faire une responsabilité partagée de la cybersécurité. Il existait déjà, comme Fabrice l'a dit, pas mal d'initiatives sur le côté, un peu à gauche, à droite, et on voulait créer une coalition unique. C'est ce qu'on a voulu faire dès le départ avec Georges, Fabrice et d'autres. Vous parlez justement de la Belgique, moi ça m'intéresse. Vous avez commencé, je suppose que vous êtes peut-être allé voir ailleurs, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Georges, est-ce que vous aviez des exemples, alors en Belgique, je ne sais pas, mais européens ou ailleurs, sur lesquels se baser? Parce que c'était quand même tout nouveau de lancer un truc pareil. En fait, on n'a pas fait avant, on l'a fait bien après, parce que parmi les premières, plutôt pour asseoir l'autorité et la présence de la coalition, nous avons commencé à faire tous les 3 mois des activités, on appelait sharing groups et sharing sessions, où on mettait ensemble les membres pour pouvoir partager des informations. Et parmi les premières séances, si je peux dire, de journées entières de sharing sessions, on avait invité des représentants de la Hollande, de la France, du Luxembourg, pour venir parler, pour nous dire qu'est-ce qui se passe chez eux. On a aussi analysé avec les personnes qui nous aidaient à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en Angleterre, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, qu'est-ce que la ENISA et la Commission européenne recommandent, de façon à voir comment allons-nous nous inspirer. Et notre modèle n'était pas si commun que ça, parce que soit c'était dans d'autres pays un organisme tout à fait, un organe officiel, style CCB plus tard, soit c'était quelque chose qui est tout à fait spécifique. Moi, j'avais une expérience dans ce domaine puisque j'étais vice-président mondial de ISACA, une fondation de recherche mondiale avec 130 000 participants à ce moment-là dans le monde actifs dans la cybersécurité, mais c'était beaucoup plus une association de membres qu'un organisme mondial. Alors, l'idée qu'un organisme local. L'idée à ce moment-là était de dire, OK, comment allons-nous premièrement convaincre ces membres, ces futurs membres, qui sont, comme tu l'as dit très bien, Alex, des grandes banques, des grandes organisations, quelquefois des petites organisations, et nous avons beaucoup plus de petits membres, d'organisations de petite taille maintenant. Comment allons-nous convaincre autant le secteur privé, le secteur public, le secteur académique, de venir se joindre à nous et participer à cet événement qui était quand même un tout petit peu double emploi avec ce que des vendeurs font, avec ce que des consultants font, avec ce que des universités font. Ce qui fait qu'on a vu un peu, qu'on a essayé de créer notre image, notre profil. Moi, je voudrais qu'on passe une seconde sur la SBL, parce que pourquoi c'était une évidence pour vous de faire une ASBL justement dans un monde où allez, je veux dire, la cybersécurité, c'est quand même un monde où il y a beaucoup d'argent qui se fait, hein, on le sait, c'est très clair. Quand même, je l'ai entendu, une sorte de responsabilité sociale. Qu'est-ce qui a présidé à cette décision? Je vais peut-être d'abord demander à Christine. On ne voulait pas créer une association avec un objet lucratif, un objet commercial. Ce qu'on voulait faire, c'était partager les expériences dans un climat de collaboration et de confiance. Et ce n'est pas celui qui donnait le plus d'argent, c'était créer vraiment cette plateforme de confiance et collaborative. Et je crois qu'on a mis un certain temps pour avoir les premiers contacts. Au départ, on a travaillé avec une cinquantaine d'organisations, disons-le comme ça, parce qu'on voulait voir comment ça pouvait fonctionner. Et on voulait, deuxième chose, que ce ne soit pas one shot à la suite de l'événement de chez Belgacom, on voulait que ce soit pérenne. Et alors on a choisi, puisque nous ne poursuivions pas un objet commercial, on voulait sensibiliser, partager l'expérience, on a choisi une forme qui n'était pas commerciale, une ASBL, pour donner une structure, que ce ne soit pas une association de facto qui allait évoluer, on ne sait pas comment. Ici, on a fait une structure avec un conseil d'administration, une assemblée générale, des statuts, et c'est ça qu'on a voulu faire. En effet, Christine le dit très bien, hein, on a voulu créer quelque chose de pérenne, hein, donc d'avoir un engagement à long terme. Hein, et clairement, ce qu'on a fait là, c'est de créer cette association sans but lucratif avec quelques fondateurs, hein, et de déposer des statuts. Et on s'est engagé sur du long terme, ce qui a aussi démontré, hein, le fait que vis-à-vis de nos membres, hein, le fait qu'on voulait travailler sur du long terme. Et je voulais aussi peut-être ajouter quelque chose sur le contexte de l'époque, hein, quand on a créé cette coalition. On commençait seulement à parler de grands incidents de cybersécurité. Hein. On n'avait pas encore entendu vraiment
parler de tous les grands ransomware qui sont venus par la suite en termes de NotPetya, les attaques sur les infrastructures critiques, etc. Ça restait assez confidentiel encore à ce moment-là. Et donc, il faut se replonger dans ce cadre-là où on a essayé de créer cette plateforme, oui, ce groupe de personnes qui allaient échanger des informations sur la confiance. Donc ça, c'était vraiment un des éléments importants, c'est de créer une confiance entre les membres. Vous vouliez créer quelque chose de pérenne. La coalition va avoir 10 ans l'année prochaine. Je pense que vous avez réussi, donc bravo pour ça. Je voudrais juste poser une question un peu personnelle à Christine, parce que voilà, Christine devient en 2015 la première présidente de cette nouvelle organisation sur la cybersécurité, avec, on l'a vu, finalement quasiment aucun modèle. Vous alliez quand même quelque part dans l'inconnu, vous saviez où vous vouliez aller, mais vous n'aviez pas vraiment la certitude que ça allait fonctionner. Christine, quand on devient la première présidente d'une coalition comme ça, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on ressent? À quoi on pense? On pense qu'on doit réussir et qu'on va réussir parce qu'il y avait une force de conviction, une force de motivation de la plupart de tous les administrateurs qui ont consacré beaucoup d'heures, beaucoup de réunions à voir comment construire. On est parti de scratch. Il fallait à partir de rien du tout commencer à construire quelque chose. Et les contacts que chacun avait mais ont permis progressivement de créer cette coalition. Il fallait, et Georges a dit tout à l'heure, convaincre. Comment attirer dans la coalition des secteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et par des contacts personnels, on a commencé progressivement d'abord à toucher les personnes, et Fabrice s'en souvient très bien, toucher les personnes qui étaient déjà sensibilisées à la problématique. Et le gros problème qui reste et qui restera toujours, c'est toucher les décideurs. Et ça, c'était vraiment la grosse question. Et deuxième grosse question qu'on avait, on avait peut-être des membres, quelques-uns progressivement, mais comment créer ce team spirit? Comment faire ensemble comment faire qu'il y ait un esprit de collaboration entre des secteurs qui n'avaient pas l'habitude de collaborer ensemble? Le monde académique a ses spécificités et moi je sais tout et je fais ça d'une certaine manière. Le secteur public, oh là là, c'était vraiment pas facile. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le Centre pour la cybersécurité Belgique était aussi, à ses tout débuts, on a vraiment, je me souviens, les premières réunions qu'on a fait, ils étaient 2, et nous on était 4 ou 5 à travailler là-dessus. Donc on est vraiment, je ne vais pas dire qu'on était des pionniers, mais un peu des pionniers dans l'idée d'organiser quelque chose en commun. Donc, c'était les 2 grosses questions, c'était comment attirer des partenaires dans la coalition, comment créer un team spirit. Bon, il y avait aussi problème de financement, mais nous n'allons pas en parler nécessairement aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a eu comme défi à faire. Et ce n'a pas été une tâche aisée. Et je crois que la première grande réalisation de la commission, c'était vraiment d'avoir créé ce team spirit par toute une série de techniques et on en reparlera tout à l'heure. Mais une relation de confiance aussi entre tous les administrateurs qui avaient un même objectif et on s'est un peu réparti la tâche et la mission. Chacun avait une tâche bien spécifique. Georges connaissait bien le milieu académique, il y avait aussi des gens de la KUL qui étaient présents. Et donc chacun avait un peu sa tâche spécifique et allait porter la bonne parole. Je me souviens que moi personnellement à la Fédération d'entreprises de Belgique, mais j'ai le conseil d'administration, je leur expliquais. Certains étaient convaincus, d'autres l'étaient beaucoup moins, et combien ça allait coûter, qu'est-ce que ça allait me coûter. C'était des questions qui revenaient très fréquemment. Et ça, entre au conseil d'administration, c'était peut-être moins un conseil d'administration par rapport maintenant stratégique. C'était un conseil d'administration dont la mission c'était de créer les bases, les fondations de l'ASBL. Et ça, c'était fondamental. Et donc effectivement, 6 mois après les signatures des statuts de la coalition, le gouvernement fédéral, dirigé à l'époque par le Premier ministre Charles Michel, crée le CCB, le Centre pour la cybersécurité en Belgique. Et finalement, c'est un peu la deuxième jambe qui manquait pour pouvoir continuer à avancer. Même si on avait le secteur public, on n'avait pas une organisation vraiment importante qui a encore pris beaucoup plus de pouvoir très récemment avec NIS2. Tu l'as dit tout à l'heure, ils étaient 2, si je ne me trompe pas, c'était Miguel et Fedra, qui ont démarré quelque chose. Georges, quand tu as vu arriver le CCB, qu'est-ce que ça vous a amené? C'était un soulagement? C'était oh là là, mon Dieu, est-ce qu'ils vont prendre notre place? Est-ce que vous aviez enfin un partenaire fédéral? Comment ça a fonctionné au départ? En fait, au début, on savait
pas très bien de quoi il s'agit et vers où on va, malgré que moi-même, par exemple, j'étais dans le jury qui avait choisi les dirigeants, mais on ne savait pas de quelle façon ils vont se positionner. Et année après année, si je peux dire même mois après mois, on est devenu si complémentaires que dès le premier jour, les dirigeants du CCB sont membres de notre comité. Nous apportions chaque fois ce que le CCB ne pouvait pas faire, n'ayant pas les moyens ou la présence ou les personnes pour le faire. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on est 100% complémentaires, à mon avis, et on essaye de voir comment chacun aide l'autre, parce que tous les deux, nous avons le même objectif. Notre objet social, c'est tout simplement nous assurer, nous, la coalition, que nous aidons la maturité du pays, dans ces 3 secteurs, à augmenter au niveau de notre défense par rapport à la cybersécurité. Tout ce que le CCB peut faire ne peut que nous aider dans notre mission. Et plus ils font des choses, au moins on doit s'exciter et s'énerver à aller encore plus vite. Au début, c'était difficile. On devait chaque fois trouver les événements que je mentionnais qu'on organisait. On devait voir quels sont les sujets les plus pertinents, quels sont les partenaires qu'on ne peut pas rater. Aujourd'hui, le CCB fait énormément de choses. Et nous, si nous faisons aujourd'hui que, si je peux utiliser le terme, promouvoir tout ce que le CCB fait, c'est déjà une tâche assez importante. Et alors aussi, on a développé une collaboration opérationnelle avec le CCB1, typiquement à travers certains projets qui sont un grand succès, hein, notamment ce qu'on appelle le BAPS, hein, le Belgian Anti-Phishing Shield, hein, où l'on va avec le CCB, où on va rediriger les utilisateurs, quand ils cliquent sur des liens de phishing, on va les rediriger sur une page d'avertissement officielle du CCB. Hein, et là, on l'a fait des millions de fois ces dernières années, hein, donc ça a fortement réduit l'impact du phishing. Une autre collaboration avec le CCB, c'est par exemple les campagnes de sensibilisation au niveau du grand public. Hein, donc, en collaboration, chaque année, on fait une campagne nationale de sensibilisation pour le grand public, hein, en octobre. Hein, donc ça, ce sont vraiment des collaborations très étroites avec le CCB. Effectivement, et on voit que ça commence à porter de plus en plus ses fruits, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, malheureusement ou heureusement pour la vie de la coalition, mais on voit aussi qu'il y a une évolution dans les mentalités aussi grâce à ces campagnes, et à BAPS, et parce que lié à BAPS, il y a l'adresse suspect@cfonweb.be qui reçoit des millions d'emails par an, ce qui veut dire que la population belge sait reconnaître un mail de phishing, peut-être pas tout le monde, peut-être pas tout le temps, mais il y en a quand même. Pour recevoir plusieurs dizaines de millions, il faut quand même que les gens le sachent. Et donc ça, c'est aussi un beau succès. Christine, avant de passer à la suite de l'histoire de la coalition, je voudrais juste revenir sur toi une petite seconde. Tu en as parlé, hein, les premières actions, c'était vraiment créer un spirit, commencer à créer des bases et des fondations pour grandir. Si on se projette un tout petit peu plus dans le temps de ta présidence, quels ont été les autres grands challenges finalement auxquels il a fallu faire face avec l'aide du board, hein, parce que c'est clair que tu étais très très bien entouré, on le sait. Mais le premier challenge, c'était d'organiser les Sharing Experience Day. Donc on organisait à l'époque des journées entières sur des sujets déterminés pour conscientiser les membres et informer les membres et échanger leurs expériences. On a également mené, Fabrice l'a rappelé, une première campagne de sensibilisation, et on avait déjà fait la première campagne avec le Centre pour la cybersécurité Belgique. Et moi, je crois qu'une des plus grandes réalisations de notre première année pour la visibilité extérieure, c'était notre brochure sur le guide de gestion des incidents. Ça, c'était vraiment... Que j'utilise toujours, d'ailleurs, je te signale. Et qui existe toujours, hein, je l'ai ici devant moi. Voilà. Qui était vraiment la première... Parce que les Sharing Experience Day, la campagne sensibilisation, ça touchait des gens. Et ici, on voulait vraiment marquer de manière concrète notre action par ce guide que nous avons publié la première année, et que, comme il fallait à l'époque sensibiliser encore peut-être davantage que maintenant les chefs d'entreprise à l'importance de la cybersécurité, nous avions organisé, et Fabrice s'en souviendra certainement bien, un event avec les chefs d'entreprise à qui on avait remis le guide. Et on voulait sensibiliser également les pouvoirs publics à notre action. Et on avait invité Alexander De Croo, qui était à ce moment vice-premier ministre et en charge de l'agenda numérique. Donc on a vraiment fait une campagne
pour arriver avec un résultat concret, pour dire à nos membres, regardez, on ne fait pas que parler, on agit, et voilà un premier guide, qui était un guide à l'époque assez innovateur, où on montrait aux gens comment planifier, préparer un plan de cybersécurité, que faire si vous êtes hacké. Et en même temps, je voudrais intervenir là-dessus également, un sujet auquel moi je suis assez sensible, c'est la communication. Et on a voulu communiquer, savoir c'est bien, mais faire savoir c'est encore peut-être plus, aussi, tout au moins aussi important. Et à l'époque, grâce à l'aide notamment de Proximus, on avait fait un film avec des chefs d'entreprise pour sensibiliser les chefs d'entreprise ou leurs collègues à l'importance de la cybersécurité, et on avait en même temps fait un tout premier site qui était vraiment un site assez basique, mais pour montrer comment communiquer. Donc on a essayé, tout était loin d'être parfait, mais petit à petit, je vais dire un peu une expression familière, l'oiseau a fait son nid. Mais il fallait dès le départ, après une année, montrer ce qu'on savait faire. Absolument. Et je vais faire un petit aparté sur ce podcast parce que je n'avais pas prévu de parler de ça, mais le guide de la gestion des incidents dont tu me parles, il est super important. Si vous écoutez en ce moment ce podcast, d'abord merci de l'écouter, mais surtout allez sur le site de la coalition. Le site est de toute façon dans les notes de l'épisode, mais si vous le voulez, c'est www.cybersecuritycoalition.be, maintenant vous le connaissez, et allez chercher ce guide. Il a 10 ans, il est toujours aussi efficace. Pourquoi j'en parle ? Parce que quand on parle de cybersécurité avec les entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, la première et parfois unique chose qu'on entend, c'est « j'ai mis des protections en place ». Ce qui est bien, mais quand on leur demande « et si ça arrive, qu'est-ce que vous allez faire ?» Ils ne savent pas. Allez voir ce guide, il est très très bien fait. Alors il est très complet, peut-être que tout ne sera pas intéressant pour vous, mais il faut aussi savoir réagir parce que même si on est protégé, ça peut arriver, n'est-ce pas Georges ? Oui, en plus, même si son nom s'appelle Incident Management Guide, mais il concerne aussi la prévention, puisqu'il y a toute une activité sur la prévention, pas seulement qu'est-ce qu'on fait après l'incident, qu'est-ce qu'on fait avant. Planifier. Absolument, planifier tout, ce qui fait que c'est vraiment complet, comme tu le dis très bien, Alexandre. Alors, on continue un petit peu dans la vie de la coalition parce qu'en fait, elle a été agrémentée. C'est rigolo parce qu'on démarre en 2015 et puis à partir de là, on a l'impression que tout le monde s'excite. En fait, ils bossaient déjà sur des trucs. Mais on a Nice qui arrive en 2016. On a le GDPR qui arrive en 2017. Évidemment, ça impacte la coalition et certains de ses membres. C'est évident. Georges, je te redonne le micro, mais ces deux législations sont capitales. Alors, on a Nice 2 qui arrive et on va en parler. Mais au niveau européen, à l'époque, parce que en fait, l'Europe montre le chemin, je suis désolé, au reste du monde. On est carrément précurseur. En Europe, certainement avec le GDPR. C'était quoi le premier impact de ça ? Quand vous avez vu arriver ça au niveau de la coalition, c'était quoi l'impact sur la coalition et sur ses membres ? Le plus grand impact, c'est que c'était plus le technicien ou le directeur ou le responsable ou l'ingénieur opérationnel des systèmes qui était seulement concerné. Maintenant, tout le monde est concerné. Je me rappelle, avec la campagne du GDPR, RGPD, on avait la direction générale qui commençait vraiment à s'exciter parce qu'ils avaient une responsabilité personnelle. Et là, on commençait à parler de qu'est-ce que moi, directeur général, qu'est-ce que moi, directeur financier, directeur informatique et évidemment directeur de la sécurité, quelles sont nos différentes responsabilités par rapport à ces nouvelles réglementations. On n'est plus en train de parler de guidance ou d'idées ou de concepts, on est en train de parler de lois, d'amendes, et on pouvait plus jouer avec ça. Ça a permis à la coalition de pouvoir aller parler à un niveau plus élevé chez les membres et chez les non-membres, à plus de prospects, membres prospects à venir à la coalition demander qu'est-ce que vous faites, comment je peux participer, qui de mon organisation peut participer à vos événements. Ça nous a aussi permis de commencer à nous ouvrir à des aspects au-delà de la simple sécurité technique, mais beaucoup plus quels sont les aspects financiers, les aspects de gestion de risque, les aspects de continuité, les aspects de protection des données, évidemment, les aspects d'intelligence artificielle, les aspects de protection des logiciels, etc., etc. Effectivement. Et puis, si on continue à avancer, donc en 2018, on a la création de BAPS. Donc, Fabrice en a un petit peu parlé. BAPS pour Belgium Anti-Phishing Shield, qui est en fait une protection pour la Belgique, pour ceux qui se connectent à partir d'un réseau de téléopérateurs belges, qui d'ailleurs va bientôt être étendu, c'est une petite scoop, mais qui va bientôt être étendu à d'autres domaines que le phishing, puisqu'avec ce genre de protection, on peut aussi protéger la population contre d'autres types de fraudes, et ça c'est vraiment novateur. Soyons clairs, BAPS, l'Europe entière nous l'envie, parce qu'on est les seuls à avoir ce truc-là,
Faut quand même être fier, hein, Georges. Alex, je voulais tout simplement ajouter que c'était quand même ton idée à l'origine. N'oublions pas ça. C'est gentil. C'est gentil, merci. Et alors en 2019, on crée une formation. Ça aussi, c'était novateur en Europe, en Belgique, mais avec la coalition. On crée une formation en sensibilisation à la cybersécurité avec le Cybersecurity Awareness and Culture Manager. C'était important à ce moment-là de créer ça. Là, je vais en parler parce que j'étais dans l'équipe qui l'a fait. Mais on disait aux entreprises qu'elles devaient se protéger et qu'elles devaient former leurs collaborateurs. Mais c'est pas simple, parce que sensibiliser à la cybersécurité, c'est pas faire de la communication, c'est faire de la psychologie. Et dans quelle entreprise on a une équipe de psychologues? Ben, on n'en a pas. Et donc, il a fallu apprendre à faire différemment, à sensibiliser, à former les gens qui font de la com. Ils sont pas tellement loin, mais à changer le comportement des autres collaborateurs. C'était aussi très, très novateur en Belgique. On a fait ça à la coalition. Et puis, l'année suivante, 2020, patraque, on se prend le Covid. Alors là, c'est... Ah, attends, Fabrice, tu veux dire quelque chose? Ouais, peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, hein, avec les séances d'éducation et de formation, hein, qui étaient géniales, hein, parce qu'on a plusieurs personnes aussi de nos organisations à nous, hein, de différentes entreprises qui ont pu être formées au niveau culture, au niveau change management, hein, lié à tout ce qui est cybersécurité. Et ça, on sait que ça, c'est fondamental. Je voulais aussi ajouter que on a transformé la coalition à ce moment-là aussi avec différents groupes d'action, hein. Donc, ça a été une vraie transformation de la coalition, hein. Donc, on avait ces Experience Sharing Day, hein, donc les jours d'échange d'expériences. Et maintenant, à ce moment-là, on crée des groupes d'action, hein. Le tien existait déjà, Alexandra, donc celui qui concerne tout ce qui est sensibilisation a été lancé dès le début, hein. Celui qui concernait la mise en place des politiques de sécurité, comme l'a expliqué Georges, autour des législations, existait aussi dès le début, mais on va lancer de nouveaux groupes d'action. Et un autre qui existait dès le début, j'oublie, est vraiment important, c'était le groupe, hein, qui reprend l'ensemble des CSIRT, hein, donc des équipes qui répondent aux incidents de cybersécurité et qui échangent de l'information sur une base très confidentielle et sur la base de la confiance entre eux. Ah, donc ça, ces trois groupes-là existaient dès le début. Et puis, on va lancer de nouveaux groupes d'action. Certains vont être orientés sur tout ce qui est architecture de sécurité, sur la sécurité des applications, sur le cloud, hein, la sécurité du cloud. Et là, on revient sur ton point, Alexandre, 2020, the Big Bang, c'est le Covid. Et là, je te laisse continuer. Ben, c'est surtout à vous que je vais poser la question, parce que c'est vrai que le Covid, d'abord, a impacté la vie de la coalition, comme toute organisation professionnelle et non professionnelle. On s'est tous retrouvés à la maison. Mais le Covid, ça a aussi été une grosse explosion des attaques sur les collaborateurs parce qu'ils se retrouvent à la maison, parce que les entreprises n'étaient pas toujours préparées au départ à avoir tout le monde à la maison. Et on parle d'identification à 2 facteurs qui n'étaient pas là et qui sont dans beaucoup de PME aujourd'hui d'ailleurs toujours pas là. Et donc ça facilitait la tâche des cybercriminels. Est-ce que ce changement, parce qu'on a vraiment vu un changement au niveau des attaques et de la cybersécurité dans le monde avec le Covid, quel a été l'impact au niveau de la coalition? Georges, qu'est-ce que tu en penses? En fait, la pandémie, comme on le sait très bien, a augmenté l'utilisation de tout ce qui est digital. On était coincé à la maison, on ne pouvait que travailler avec notre ordinateur pour remplacer toute autre activité ou presque. Ce qui veut dire qu'on avait beaucoup plus besoin de nous protéger parce qu'on véhiculait entre la maison et le serveur plein d'informations. On travaillait à partir de sa cuisine. On avait les enfants et nos chiens à côté de nous. Les chiens sont moins dangereux pour ça parce qu'ils peuvent pousser sur le bouton, sur le clavier à des moments délicats. Ce qui fait que la sécurité est devenue encore plus importante. Et je me rappelle très bien le comité, autant que notre comité, que les personnes, le staff que je salue par ailleurs, qui travaillent avec nous et qui fait que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on rêve se réalise, ont tout de suite lancé les événements online, ont tout de suite continué à voir comment on peut avancer facilement, rapidement et à continuer à apporter la valeur ajoutée, même si on n'arrive plus à nous voir ni à la FEB ni à d'autres endroits où nous avions l'habitude de faire ces Experience Sharing Days, ce qui fait que nous nous sommes adaptés et nous avons continué nos activités, augmenté même nos activités avec les focus groups et tout le reste qui a suivi après.
Et je lis la suite de mon 1, j'ai mon script évidemment que j'ai préparé, j'ai bien préparé le podcast. Et quand je lis, je me dis, mais en fait, tout ce qu'on a fait au sein de cette coalition? Parce qu'en 2021, eh bien, on crée la première récompense belge nationale sur la personnalité en matière de cybersécurité, la personnalité de l'année, avec une remise des prix, qui a évidemment, depuis, hein, ça a évolué, on en a même plusieurs, des awards comme ça. Et puis 2022, il y a un peu un tournant. Parce que, tu le disais, hein, 2020, digitalisation à outrance, parce qu'on n'a pas eu le choix, il a fallu tout mettre en ligne, parce que sinon on mourrait. Et 2022, 2 ans après, eh bien, la coalition signe la charte d'inclusion numérique en rejoignant Digital. Et alors, Fabrice, si je ne me trompe pas, c'est toi qui as signé cette charte pour la coalition. Qu'est-ce que ça représentait à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'était important de la signer, cette charte-là, pour la coalition? Oui, c'était vraiment important pour la coalition de s'associer à cette initiative Digital, parce que on veut créer un monde numérique de confiance. Et là, Digital s'adresse à réduire cette fracture numérique. On sait qu'aujourd'hui, un quart des Belges n'a pas accès au monde numérique et est en déficit par rapport à ça. Et pour avoir accès au monde numérique, il faut avoir confiance dans ce monde numérique. Il faut pouvoir faire confiance dans les transactions en ligne. Il faut pouvoir déjà utiliser un ordinateur. Donc c'est à ça à quoi s'adresse vraiment Digital. Donc vraiment réduire ce fossé numérique qu'il y a entre le monde qui évolue et certaines personnes qui n'ont pas eu accès à ces formations, qui n'ont pas eu accès à ces connaissances numériques. Et donc voilà. Et donc du côté de la coalition, nous voulions nous associer à ça pour créer et pour favoriser cette confiance dans le monde numérique et surtout permettre à ces gens d'y avoir accès. Et finalement, sans le vouloir, on a aussi ouvert une nouvelle porte au sein de la coalition, créé une nouvelle pièce, parce que la coalition, c'était quand même une réunion, un groupement d'entreprises, de professionnels. En signant Digital, la charte d'inclusion numérique, on parle là maintenant à la population, on parle au grand public. Et ça s'est ressenti, puisque en 2023, la coalition a commencé à avoir des sous-groupes qui travaillaient sur la lutte antifraude. On a lancé pour le CCB, puisque c'est la coalition qui a fabriqué ça, les formations surfersanssouci.cphoneweb.be, pour que la population puisse elle aussi apprendre, avec des trainings qui sont plutôt simples et pas trop mal faits, quels sont les bons comportements en ligne. On l'a vu juste après, avec le lancement, parce que c'est aussi en 2023, de l'EduBox, où on a commencé on a finalement travaillé pour fournir du matériel aux enseignants pour qu'ils puissent parler de cybersécurité avec les enfants dans les écoles. Ça aussi, c'était super important. C'est-à-dire que parler de formation à des jeunes dans les écoles, c'était un peu nouveau. Je veux dire, tout le monde en parle un peu, mais on n'avait pas de support. Aujourd'hui, on a un support. On l'a fait avec la VRT, la RTBF. Georges, je ne sais pas si tu te souviens un peu de ça. Tu peux peut-être nous expliquer ce dont tu te souviens. Peut-être mentionner rapidement, embrayer sur ce que tu dis, Alex, c'est-à-dire que notre objectif principal n'est pas de nous adresser vraiment à Monsieur Tout-le-Monde et aux enfants, aux jeunes, aux écoles, non plus aux PME, parce qu'il y a soit SPF Économie qui fait un travail formidable, le CCB avec nous, Safe on Web, vis-à-vis des PME qui fait un travail formidable, mais nous n'avions pas la possibilité vraiment de nous étendre beaucoup au-delà de nos membres au départ, mais comme tu le dis très bien, de facto, nous avons été entraînés dans ce marché-là, dans ce secteur-là, dans ce canal-là. Et en fait, malgré tout ça, notre objectif principal reste de ne pas être le principal acteur vis-à-vis des maisons, at home, comme appelle ça le CCB, ou vis-à-vis des PME, parce qu'à ce niveau-là, Fabrice se rappelle très bien, Christine se rappelle très bien, combien de fois nous n'avons pas essayé d'aller vers les entreprises à travers les fédérations des entreprises pour pouvoir essayer de nous approcher des entreprises, des PME, et ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que s'adresser à
100, 200 membres, c'est autre chose que s'adresser à 30 000 PME. Ce qui fait qu'on essaye de passer via évidemment, SPF Économie, mais via des fédérations, mais nous ne sommes pas équipés pour aller vers ce segment-là, si je peux dire. Mmh. Ouais. Roche, effectivement, on a la capacité, on a la connaissance, et c'est très valorisant de pouvoir aussi, avec la coalition et ses connaissances, pouvoir aller aider d'autres secteurs ou d'autres domaines. Christine, qu'est-ce que t'en penses, toi, quand t'entends ça? Oui, moi je voulais dire tout à l'heure, par rapport à rebondir sur ce que tu as dit, il y a une ouverture sociétale qui est devenue plus importante. Avec tout ce que vous avez fait avec Digital, conscientiser aussi la population, même si ce n'est pas l'objectif premier de la coalition. Mais la coalition ne peut pas vivre dans sa petite tour d'ivoire, de dire il n'y a que le secteur public, le secteur privé, le monde académique et les autres, bon, tant pis. Je crois que ça, c'est une responsabilité sociétale qu'a revêtue, à juste titre, à mon avis, moi qui vois ça de l'extérieur, la coalition. Et donc maintenant, on était donc en 2023 avec l'ouverture finalement sociétale dont tu parles. On arrive là, 2024. Ça y est, c'est aujourd'hui. La coalition va avoir 10 ans l'année prochaine. Elle compte aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 175 membres. Mais c'est pas n'importe quoi. Hein. Et 175 membres, c'est pas 150 personnes, c'est 150 organisations professionnelles. On a maintenant beaucoup plus de communes aussi, ou de secteurs locaux. Il y a des hôpitaux. Et ça, c'est bien. Les hôpitaux rejoignent la coalition parce qu'effectivement, on le sait, on l'a vu. Quasiment toutes les organisations hospitalières de Belgique ont eu un problème de ransomware dans les 3 dernières années. Très clairement, c'est important. On a 12 focus group. Oui, tu parlais des hôpitaux et pour moi, c'est assez fondamental. On a réussi finalement à créer cette action un peu plus sectorielle parce que les hôpitaux, aujourd'hui, depuis la pandémie, on a vu toute leur criticité. On a vu qu'ils étaient vraiment sujets à des attaques cyber, des ransomware qui bloquent complètement leurs opérations, qui bloquent toutes les urgences, etc. Donc, typiquement, là, je pense que c'est un grand succès aussi de la coalition d'avoir pu, et c'est un monde très fragmenté aussi dans les hôpitaux, et donc c'est un grand succès, je pense, de cette coalition d'avoir pu commencer à fédérer dans des groupes de travail ces hôpitaux, de leur permettre de se parler entre eux, d'échanger de l'expérience, de l'expertise, et donc je pense vraiment que là, on a encore une fois eu une action qui a eu un impact. Et c'est ça que l'on recherche aussi au travers de la coalition. C'est une belle reconnaissance de la plus-value que peut apporter la coalition. Avoir attiré un nouveau secteur qui a été fort hacké. Mais c'est vraiment une reconnaissance de l'importance de la coalition et des échanges de vues qu'il peut y avoir au sein de la coalition. Je vais finir, avant de conclure, par une question pour chacun d'entre vous. Alors, je vais commencer, honneur aux dames, par Christine. Donc, toi qui as quitté la présidence, donc la coalition, en 2016, pour la remettre à Yann de Blauw, qui est toujours là et qui tire toujours le bord de la coalition avec beaucoup de passion. Je sais que tu as suivi, tu me l'as dit, ce qui s'est passé pendant ces dernières années. Tu en as déjà un peu parlé, mais là, voilà, c'était un peu ton bébé au départ. Tu le revois tomber. Un bébé collectif. Ton bébé collectif, oui. Mais bon, voilà, ton bébé va avoir 10 ans. Il marche déjà bien. Qu'est-ce que ça te fait de le voir avec 10 ans? Moi, je trouve qu'on peut d'abord tirer un bilan très positif. Si on nous avait dit il y a 10 ans où on serait aujourd'hui, on n'en aurait peut-être pas pensé. Je crois qu'on est devenu un acteur incontournable en matière de cybersécurité, comme le Centre pour la cybersécurité Belgique. Et j'ai vu que 10 ans, ça signifie un mariage d'étain. Et l'étain, c'est quoi? Ça symbolise la force et la résilience. Et ça, ces deux mots, force et résilience, à mon avis, caractérisent bien l'action de la coalition. La force, mais on l'a dit tout à l'heure, une augmentation substantielle du nombre de membres, puisqu'on est passé d'une 50aine de membres à plus ou moins 180 membres. Et ça veut dire que la coalition répond finalement de manière très positive aux attentes et des besoins de ces différents secteurs. Et Fabrice l'a dit tout à l'heure également, on a un nouveau membre. La preuve que la coalition répond aux besoins, c'est le nouveau membre que sont les institutions hospitalières. Autre chose qui m'a fortement frappé, je suis impressionné par le succès
que rencontrent les focus group, quand on voit dans les rapports annuels le nombre de participants au focus group, ça veut vraiment dire on crée quelque chose, mais c'est quelque chose qui marche, qui est efficace et efficient. Également, je suis très étonné par le nombre d'événements qui sont organisés chaque année et qui permettent de créer un networking fort efficace et fort important. Enfin, ça c'est l'aspect force. Il y a l'aspect résilience qui constitue pour moi une des clés essentielles. C'est que la stratégie, et nous l'avons dit tout à l'heure, de la coalition s'est adaptée et s'adapte toujours aux différentes évolutions, que ce soit la pandémie, que ce soit aux tensions provoquées par la guerre en Ukraine ou au Moyen-Orient. Et je crois que la coalition veut également profiter de nouvelles opportunités. Maintenant, on parle beaucoup de tout l'avènement de l'intelligence artificielle, avec les opportunités et les risques qu'elle comporte. Et moi, je conclurai en 3 points, très brefs. Je dirais bravo à la coalition pour la remise d'Award, puisque finalement, on récompense des gens qui sont actifs et qui créent une cyber-résilience. Une suggestion, poursuivre l'exercice ô combien difficile de sensibiliser le public et, à mon qui m'est très cher, et Georges en a parlé tout à l'heure, les PME, à l'importance de la cybercriminalité. Et enfin, je ne peux dire qu'une chose, vous encourager et remercier les très nombreuses personnes, soit du conseil d'administration, soit des membres des focus group, soit du staff, et je ne vais pas citer de nom parce que je vais en oublier, qui ont contribué au développement de la coalition. Donc, une suggestion, continuer et améliorer et s'adapter, ça c'est vraiment le message clé pour moi. Merci beaucoup Christine, c'est un beau message. Georges, on va parler de toi. Attends, laisse-moi poser ta question. Oui, laisse-moi te poser la question. Tu vas voir, s'il te plaît. Tu pourras dire ce que tu veux après. Non, franchement, Georges, je le sais, je te connais. Tu es un des membres les plus passionnés et les plus actifs du board de la coalition. Il y en a d'autres, mais tu fais partie de ceux-là. Qu'est-ce que la coalition représente? Mais je veux pas que tu parles de business. Je veux que ça représente pour toi, personnellement, dans ton cœur. Merci pour la question déjà, Alexandre, bravo. Et c'est vrai que pour moi, vu mon activité assez poussée, avancée dans la coalition, mon investissement depuis les premiers jours, ma passion depuis que Fabrice et Christine me l'ont communiqué, c'était un peu grâce à eux que je suis là. Je crois qu'on a vraiment mis en place quelque chose qui aujourd'hui n'a plus besoin de nous. Je peux disparaître demain, ok, on verra peut-être même pas le changement, parce que le nombre de personnes que Christine a citées, le nombre d'activités qui de facto sont là, c'est fascinant, c'est fantastique. Et je suis sûr que on va tous les jours trouver des nouveaux domaines où nous pouvons apporter de la valeur ajoutée. Ça n'a pas arrêté à chaque board. Je suis surpris des sujets qui sont mis devant nous à chaque conseil d'administration en disant « Waouh, pourquoi c'est pas moi qui a pensé à ça ?» C'est fantastique, c'est fascinant, c'est une aventure où c'est pas seulement les gens qui voient tout, c'est-à-dire les gens du conseil d'administration qui sont ravis de ce qui se passe, c'est chaque personne, chaque membre, chaque actif dans The Focus Group qui voit le résultat presque. On peut communiquer plus, on doit communiquer plus, mais c'est déjà énorme tout ce que nous communiquons. Merci. Et je dois avouer que ça, c'est un point qui, pour moi, qui me touche beaucoup dans la coalition. Je travaille dans la cybersécurité, dans la lutte antifraude. Je le fais aussi à côté avec ce podcast ou avec le mien, le fraudeur, le hacker et vous. La coalition, pour moi, c'est aussi la possibilité de réaliser des bonnes idées. C'est ce que tu viens de dire, Georges. Et c'est vrai que si un membre, ou même un collaborateur d'un membre, un employé d'un de nos membres a une bonne idée, il a la possibilité d'aller voir le board en disant « Voilà, j'ai une idée, je pense qu'elle est bonne, voici comment je l'ai réalisée, je vois à peu près tels effets. » Et il va recevoir un budget, il va recevoir un soutien, il va recevoir tout ce qu'il a besoin, autant qu'on puisse le lui donner, pour le faire. Et ça, pour moi, c'est un côté magique de la coalition, parce que quand tu veux faire quelque chose de bien au niveau de la lutte antifraude ou de la cybersécurité, la coalition peut te donner les moyens de réaliser, pour autant que l'idée vaille le coup. Et ça, allez, je le sais, parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, cette carte-là, mais ça fonctionne. Fabrice, on va faire un peu de racolage tous les deux, si tu veux bien. Je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ne sont pas membres de la coalition aujourd'hui. Toi, Proximus, comme à l'époque, mais vous êtes un membre fondateur. Vous l'êtes toujours 10 ans après et vous êtes toujours aussi actif parce que je sais combien de gens de ton équipe et d'autres travaillent au sein de la coalition et donnent du temps de Proximus aussi pour y arriver.
Pourquoi est-ce que moi, je suis dans une PME, quelle qu'elle soit sa taille, d'ailleurs, ou une plus grosse entreprise d'ailleurs, pourquoi est-ce que je deviendrais membre de la coalition aujourd'hui? Ouais. C'est une bonne question et en effet, hein, Proximus, c'est quand même une grande entreprise. Alors, pour est-ce qu'on a besoin de la coalition encore aujourd'hui? On pourrait dire la même chose des banques, par exemple. C'est parce qu'on y voit un intérêt important, hein. Donc, il y a tout à fait un rôle sociétal et comme je le disais au début, hein, on voulait amener la Belgique à un autre niveau de sécurité, un niveau supérieur de cybersécurité. Hein, donc ça, c'est plutôt un aspect sociétal, atteindre le grand public à travers la sensibilisation, travailler avec le CCB, travailler en collaboration. Euh, mais au-delà de ça, on retire vraiment une valeur de cette coalition qui est le réseau de contacts, les personnes avec qui on est en contact, que l'on peut contacter rapidement, hein, si l'on a une question, si l'on veut échanger des informations. Donc l'aspect réseau, networking, comme on dit, et puis l'aspect d'échange d'informations, hein, l'aspect d'apprentissage, parce que on n'est jamais parfait dans son domaine, on apprend toujours, et si on ne communique pas, si on n'échange pas, ben on reste un petit peu isolé et on va pas pouvoir se développer. Donc cet aspect-là, pour moi, est fondamental et c'est pour ça que, comme tu le disais, hein, Proximus investit beaucoup dans la coalition avec plusieurs gestionnaires de groupes de travail et beaucoup d'échanges. On vient avec notre expérience et on acquiert aussi l'expérience des autres, hein. On écoute et on partage. Donc ça, je pense que ça reste fondamental et ça, c'est aussi notre implication. Maintenant, si je peux aussi répondre à la question concernant qu'est-ce que ça signifie pour moi, cette coalition, hein, et tu faisais une belle analogie avec le bébé. Et en effet, ce bébé a grandi, il a fortement grandi, il est devenu un adulte. Il s'est envolé un petit peu hein, de ses propres ailes. Maintenant, il est tout à fait mature. On a là une organisation qui fonctionne à merveille. Et je voudrais remercier les personnes qui font tourner cette organisation jour le jour. Hein, donc, on parle de Cathy, Christian, Pascal, Guy, bientôt Henk qui va nous rejoindre. Euh, et c'est grâce à ces personnes-là que l'on peut réaliser tout ça. Hein. Et donc ça, c'est vraiment un remerciement qu'on doit leur transmettre. Et je prends l'occasion ici du podcast pour le faire aussi. Voilà, donc ça, c'est un peu... C'est très gentil. Et avec une mention spéciale pour Cathy qui nous a aidé à vous réunir, à mettre ce podcast en place avec moi. Moi, je voulais dire un petit souvenir. Je me souviens des toutes premières réunions uniquement avec Fabrice chez Proximus, où nous étions 2 ou 3 à voir comment on allait créer la coalition. Ça a été quelques réunions. Comment allons-nous faire? Qui allons-nous contacter? Et quand on voit entre fin 2013 et maintenant où on est arrivé, je trouve qu'on peut dire bravo à la coalition. Et je m'associe à Fabrice pour remercier aussi tout le staff. Parce qu'au départ, il n'y avait quasiment pas de staff. C'est grâce à Proximus que nous avions une autre personne. Mais maintenant, c'est un staff de plus en plus élevé et qui a pris aussi de l'ampleur comme la coalition. Et je remercie aussi Cathy et les autres que je connais moins pour toutes leurs actions. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment fondamental parce que le conseil d'administration a son rôle. Chacun a un rôle déterminé dans la coalition. Voilà, et je vous souhaite bon vent pour les 10 prochaines années. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation, d'ailleurs, à ce premier épisode de Cybertalk. C'était vraiment chouette de vous retrouver autour du micro. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations, si vous nous écoutez, sur le site de la coalition. Je l'ai cité tout à l'heure, le www.cybercitycoalition.be. On va mettre le lien de toute façon dans les notes de l'épisode. Je rappelle aux membres qui nous écoutent que les prochains événements de la coalition sont d'abord le 4 octobre. Il y a la date limite pour remettre votre candidature pour les awards de Cybersecurity Personality of the Year et les autres awards qui seront décernés le 4 décembre. Le 8 octobre, il y a l'événement phare, B-Cyber, la grande conférence sur la cybersécurité en Belgique, où vous pourrez retrouver d'ailleurs certains d'entre nous. La célébration, évidemment, du 10e anniversaire, on en a parlé plusieurs fois, la célébration aura lieu le 20 février 2025 à l'hôtel Le Plaza à Bruxelles. Si vous n'êtes pas encore membre, on en a un petit peu parlé, vous trouverez toutes les informations pour devenir membre de la coalition sur le site. Pour ma part,
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, très bonne journée, suivant le moment où vous nous écoutez. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de notre podcast Cyber Talk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne. Merci.